Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselmann. Le 5 juillet 2020, à Bayonne, Philippe Monguillot, chauffeur de bus de 59 ans, est roué de coups par un groupe de 4 jeunes. Plongé dans le coma après avoir été heurté à la tête, il décédera à l'hôpital 5 jours plus tard. L'événement rapidement médiatisé propulse Véronique Monguillot, la veuve de la victime, au rôle de porte-parole d'une population qui s'inquiète devant une insécurité grandissante. 3 ans après l'agression, s'ouvre le procès des 2 accusés, Wissem Manaï et Maxime Guyénon, à la cour d'assises de Pau. Et pour en parler, nous sommes avec Nicolas Boutin. Bonjour. Bonjour Baudouin, bonjour à tous les auditeurs. Vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles et vous êtes à Pau pour suivre ces audiences. Ils étaient 4 agresseurs au moment des faits, 2 comparaissent devant la cour d'assises. On y reviendra, mais qui sont les 2 autres et quelles sont les poursuites les concernant? Alors déjà, ici à Pau, ce sont de longues journées d'audience qui s'enchaînent depuis vendredi, un peu pour rappeler la longue attente de ce procès pour la famille. Et effectivement, dans le box des accusés, nous retrouvons que Wissem Manaï et Maxime Guyénon, qui sont jugés pour violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. En état de récidive légale, ils encourent la perpétuité. Un 3e homme devait être jugé, Mohamed Akrafi, mais son dossier, lui, a été 10 juin lundi pour des raisons médicales. Lui est accusé d'avoir logé les agresseurs présumés dans son hébergement. Ils étaient en fuite ? Exactement, jusqu'à leur interpellation donc le lendemain. Et le 4e homme, Johan, dont je tairai le nom puisqu'il a bénéficié d'un non-lieu, mais finalement il a témoigné donc hier matin depuis la prison de Pau, puisqu'il est retourné en prison depuis pour une histoire de cambriolage. J'ose à penser qu'il pourrait presque faire plus de prison finalement dans sa vie en cumul que les 2 accusés qui comparaissent. Mais voilà, donc les 2 accusés principaux sont Wissem Manaï et Maxime Guyénon, qui sont les 2 à qui l'enquête a démontré qu'ils ont donné les coups à Philippe Monguillot, et Wissem Manaï, lui, aurait surtout donné le dernier coup fatal, celui qui fait chuter Philippe Monguillot et qui le plonge instantanément dans le coma. Ouais, on pourra revenir donc comment la justice va déterminer qui a la principale responsabilité de cette chute de Philippe Monguillot qui entraîne, je crois, son entrée dans le coma. Véronique Monguillot a déclaré au JDD: je n'attends que la fin du procès. En effet, on est 3 ans après les faits et c'est très long pour elle, j'imagine. Est-ce que c'est des procès qui arrivent relativement rapidement? Comment est-ce que vous avez pu échanger avec elle sur donc cette longue attente entre guillemets? Oui. Alors, pour la famille, le procès va valoir être le début de processus de deuil, mais qui ne prendra jamais fin. C'est ce qu'ils ont dit à la barre lundi soir, lorsque la famille a chacun son tour témoigné devant la cour d'assises. Effectivement, la famille attend donc une justice exemplaire avec en prévenant toutefois qu'ils ne pardonneront pas le geste des accusés. Véronique Monguillot me glissait, on peut pardonner une bêtise, mais pas un massacre. Alors, en parlant donc de massacre, vous disiez que donc les 2 accusés, Wissem Manaï et Maxime Guyénon, n'ont pas forcément eu la même responsabilité dans ce passage à tabac. Il y en a un qui a mis un coup fatal entre guillemets. Ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, comment s'est passé donc est-ce qu'on peut revenir sur les faits? J'imagine qu'ils ont été donc évoqués ces derniers jours. Quel est le déroulé précis des faits? Philippe Monguillot lui-même a porté le premier un coup, il me semble. Un coup de tête. Effectivement, donc les vidéos surveillance ont pu le démontrer lundi. Ils ont été diffusés lors du procès lundi. L'histoire se passe en 3 phases. La première phase, donc, c'est lorsque un passager sans masque vient rejoindre les 3 autres qui étaient déjà dans le tramway avec, selon un témoin, une attitude plutôt provocante, voire agitée. Lorsque donc ce 4e arrive sans masque,
au niveau du groupe, Philippe Monguillot lui mobilise son véhicule, vient à la rencontre de ces 4 personnes dont personne ne porte le masque. On se souvient qu'en juillet 2020, on sort tout juste du confinement, et donc il était obligatoire dans les transports en commun. Personne n'a de ticket de transport et il se trouve qu'il y a un chien interdit de catégorie 3, interdit dans les transports en commun à Bayonne comme ailleurs en France. Le ton va monter progressivement. On voit Philippe Monguillot sur les vidéos avec son bras les inviter à sortir. On voit les jeunes se lever, l'entourer, se rapprocher de lui. Et puis à un moment donné, on aperçoit une main a priori de Wissem Manaï qui est à quelques centimètres. Vous pourrez, ceux qui nous voient à la vidéo, qui est à quelques centimètres de la joue de Philippe Monguillot, et on est à 1 à 2 secondes avant le coup de boule, un violent coup de boule, auront décrit les policiers qui ont retranscrit ces images, et même dans la salle d'ailleurs, ce coup de boule aura provoqué quand même un cri, on va dire, peut-être de surprise, puisqu'on n'a pas le son dans ces images de vidéosurveillance, on ne voit que l'image. Et donc, à partir de ce coup de boule, c'est là où il y aura un déchaînement de violence, c'est-à-dire que avec Wissem Manaï et Maxime Guillenon exfiltrent le chauffeur du bus, et les coups vont être échangés donc dans cette phase 2 jusqu'à ce que Philippe Monguillot tombe au sol. Les 2 protagonistes vont donner des coups de pied au sol. Certains diront que c'était d'une violence assez phénoménale, puisque notamment Maxime Guillenon, donc le deuxième, va donner des coups aussi puissants qu'un penalty au football, ce que dira un témoin. La bagarre prend fin, Philippe Monguillot se relève, les agresseurs semblent s'éloigner. Maxime Manaï est retenu par Maxime Guillenon. Wissem Manaï, ouais. Wissem Manaï est retenu par Maxime Guillenon. Et puis, donc, Philippe Monguillot se relève seul, dandeline, retourne titube jusqu'à l'avant de son bus, comme pour se mettre à l'abri. Et puis, d'un coup, Wissem Manaï, donc, revient et déclenche avec un pas d'élan et déclenche un coup de poing, très fort. Et là, Philippe Monguillot tombe en arrière, la tête, la première. Il n'y a plus de réflexe pour se retenir, et donc la tête tape le sol. Et d'ailleurs, ce bruit aura marqué beaucoup de témoins qu'on a entendu hier. Jusqu'à certains l'auront entendu, ce cloque, comme ils le définissent, depuis leur voiture située à une dizaine de mètres du lieu des faits. Alors, et c'est ce coup que va porter Wissem Manaï, alors que Philippe Monguillot est titube et dans un piètre état. C'est ce coup qui pourrait lui coûter très cher, plus qu'à Maxime Guillenon, où à ce niveau-là de violence, on ne fait plus très bien la différence, ou bien ça aggrave quand même son cas. Alors effectivement, ce qui pourrait arranger, on va dire, Maxime Guillenon, c'est d'avoir voulu retenir et d'avoir voulu mettre fin à la bagarre, étant donné que lui-même était en conditionnel, puisqu'il sortait d'une peine de 5 ans de prison 3 mois avant. Donc il a dit à son ami, c'est bon, il est dans le coma, je suis en conditionnel, rentrons. Grossièrement évidemment. Wissem Manaï, lui, voyait rouge, il était inarrêtable, bourré d'adrénaline, c'est ce auront dit les témoins. Lui-même le reconnaît. C'est effectivement ce dernier coup donc qui va entraîner la chute du chauffeur. La mort, selon le médecin légiste, elle est une conséquence directe de cette chute, puisque c'est là où le crâne va brutalement taper le trottoir. Mais donc évidemment, cette chute, c'est le dernier coup de poing qu'il provoque. Mais le médecin légiste, d'un ton d'ailleurs très pédagogique, hier a été entendu, et avant-hier, et a pu parler qu'il n'y aurait pas pu avoir de cette chute s'il n'y avait pas eu les premiers coups en amont. C'est-à-dire que les premiers coups ont déjà affaibli Philippe Monguillot, lui ont fait perdre toute lucidité, toute possibilité de réflexe, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il tombe derrière sur le dernier coup de poing, finalement sans pouvoir se retenir, sans réflexe, puisqu'il est désorienté. Alors, vous aviez parlé tout à l'heure, on voit une main approcher du visage de Philippe Monguillot avant qu'il assène un coup de boule. Quelle était cette main qu'on voit sur la vidéo ? Du coup, c'était un coup qui était porté, ou c'était un genre de menace ?
Non, c'est assez étonnant, c'est le genre de menace, mais c'est assez étonnant parce que ça n'a pas été retranscrit par les enquêteurs dans Dans le procès dans verbal, le, dans euh, dans dans le l'enquête. procès verbal, voilà, de retranscription de la vidéo. Mais lorsque la vidéo a été diffusée, donc dans le procès, on est nombreux à avoir pu la voir, cette main à quelques centimètres donc du visage. Effectivement, c'est une main de menace qui rentre finalement dans le cercle de vital dans la zone à protéger Philippe Monguillot, ouais. d'une victime. Et donc en situation de tension, c'est peut-être, alors je reste vraiment au conditionnel, notamment parce que la défense, elle réfute cette main, étant donné qu'elle n'est pas retranscrite donc, dans les procès-verbaux, mais c'est peut-être l'élément qui va pouvoir permettre que les parties civiles vont peut-être utiliser pour expliquer le coup de tête de Philippe Monguillot et peut-être même le début de l'agression, même si du coup, je précise, il n'y a pas eu de coup. On est dans une situation de tension, des insultes sont données, des menaces. Les agresseurs auraient dit on va te sortir, on va te démonter dehors. Et donc il y a cette main qu'on voit sur la vidéo et 1 ou 2 secondes après, le fameux coup de tête plutôt violent. Et oui, mettre un coup de tête comme ça, c'est pas forcément anodin. Est-ce que Philippe Monguillot était connu pour avoir un tempérament, le sang chaud, être réactif et gérer comme ça des situations tendues dans les transports en commun qui sont quotidiennes, j'imagine, pour un chauffeur? Alors, il a l'habitude, effectivement, de gérer les problèmes dans les transports en commun, surtout qu'il a fait du contrôle. Son binôme a été entendu hier au procès. Euh, il y avait cette répartition des tâches où c'était Philippe Monguillot qui était dans la pédagogie, dans la bienveillance lors des contrôles et son binôme qui lui-même était en train de mettre les PV. On voit dans le déroulement de cette journée du 5 juillet 2020, Philippe Monguillot, dans un premier temps, a déjà confronté une première fois à ces deux agresseurs, à Wissam Manaï et Maxime Guillenon. Il est 14 heures, il rentre déjà sans titre de transport. On voit Philippe Monguillot, on est au même arrêt Baléchon, là où Philippe Monguillot, donc là où la bagarre éclatera quelques heures plus tard. Pardon, Nicolas Boutin, là on parle d'une première situation où Philippe Monguillot va être confronté à eux. C'est quoi? C'est un autre jour ou c'est plutôt dans la journée? C'est plutôt dans la journée à Ah, 14 heures. d'accord. Très Donc bien. on est 5 heures avant la bagarre. Et donc il va les voir parce qu'il monte par les portes arrière sans ticket, sans titre de transport. Et donc Philippe Monguillot descend de son bus une première fois, va les voir à l'arrière du bus et accompagnera Wissem Manaï au distributeur de tickets. On le verra sur les vidéos. Il lui explique comment est-ce qu'on achète son ticket, comment est-ce qu'on paye, comment est-ce qu'on fait avec plutôt une pédagogie, quelque part un petit peu humanité. Il n'y a pas de violence visible sur la vidéo, on ne voit pas forcément de mauvais gestes, on ne devine pas d'insultes, on ne devine pas de situation vraiment de tension. Mais finalement, entre-temps, Philippe Monguillot va rejoindre le terminus et va croiser un de ses collègues qui le trouvera absent, perturbé par cette première rencontre. Même si à l'image ça ne se voit pas, il a dû certainement peut-être se passer quelque chose, ou alors un mauvais pressentiment de sa part, je sais pas. Mais mais voilà. Donc c'est un petit peu ce qui peut résumer Philippe Monguillot, c'est-à-dire que il est décrit comme quelqu'un de bienveillant, qui connaissait tout le monde, qui était capable de se lever pour aller aider une petite dame avec son caddie pour monter dans le bus. Il a jamais, ses états de service ont été lus hier. Il n'y a eu aucun incident, si ce n'est qu'un finalement pour rendre service à l'un de ses collègues qui était de sortir d'une procédure, mais qui ne concerne absolument pas des questions de violence ou même de relations sociales. Donc voilà, en soi, moi j'ai discuté avec son meilleur ami qui le connaît depuis 30 ans, qui ont fait énormément de fêtes, les fêtes de Bayonne par exemple, ou les Tours de France, ou des matchs de rugby. Jamais il n'a vu son meilleur ami Philippe Monguillot s'énerver ou s'embrouiller avec qui que ce soit. Et alors, comment la famille de Philippe Monguillot a-t-il vécu ce procès? Comment vivent-ils ce procès? Donc, on a parlé de Véronique, la veuve de Philippe Monguillot. Ils avaient ensemble 2 filles aussi.
Comment vivent-elles Mélanie, Manon et Marie, effectivement, chacun se sont exprimés lundi. C'est un procès éprouvant, notamment sur les 2 premières journées. Le vendredi matin, effectivement, c'est la première fois qu'ils se retrouvaient confrontés face aux agresseurs présumés donc de Philippe Monguillot. Lundi, il a fallu effectivement voir les images. Alors, une partie de la famille est sortie de la salle à ce moment-là, effectivement. Et l'après-midi, il y a eu l'autopsie. Et puis donc à la fin, donc les témoignages, la famille vit de manière comment dire, le traumatisme toujours 3 ans après, avec un véritable impact sur leurs relations sociales, qu'elles soient affectives ou amicales, que ce soit pour l'épouse Véronique, mais aussi donc pour ses 3 filles. Ça aurait été l'occasion lors de leur témoignage de sortir tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Marie, la cadette, me confiera qu'elle a finalement plus parlé pendant cette heure de témoignage qu'en 3 ans avec sa famille. Et chacun ont quand même eu ce petit réflexe basque. On parlait de cette chanson tout à l'heure, Ouais. de s'adresser directement aux accusés. Je me souviens donc Marie qui conclut en disant: vous pouvez de toute façon vous plaindre de vos conditions carcérales, mais que dirait mon papa entre ces 4 planches? Ou de Manon, la Benjamine, qui elle va leur regarder et leur dire dans les yeux qu'elle refuse d'entendre que ce seraient eux les accusés qui seraient les victimes de cette histoire. Ouais, on imagine l'émotion à ce moment-là à l'audience. Alors, quelles ont été les réquisitions du parquet contre les 2 accusés? Alors, les réquisitions devraient arriver demain matin. Aujourd'hui, on est donc au 4e jour de ce procès. On va avoir l'interrogatoire des accusés sur les faits, qui va être riche d'enseignements. Ensuite, on aura donc les plaidoiries de la partie civile, les réquisitions et la plaidoirie de la défense demain pour un verdict attendu demain. On a pris du retard. Comme je disais, les journées sont longues. Peut-être que le verdict arrivera dans la journée, voire dans la soirée, jeudi 21 septembre. Et alors, on en a parlé au début. Quelle peine encourt, d'un point de vue légal, du coup, avant les réquisitions, qu'encourent les deux accusés? Alors, pour violence aggravée, pour violence ayant donné la mort sans intention de la donner, normalement, on est à 15 ans. Il y a le fait aggravé, que ce soit en réunion et sur des personnes dépositaires d'une mission publique, puisque le chauffeur de bus fait partie du service public. Donc, il rajoute 5 ans. On est donc à 20 ans. Et il y a la récidive, puisque Maxime Guillenon, comme je disais, sortait, lui, de prison 3 mois avant pour un cambriolage qui a mal tourné, puisqu'il avait mis plusieurs coups de couteau au propriétaire de la maison qu'il avait surpris, sans le tuer, mais voilà. Donc, il avait déjà pris 5 ans de prison. Donc, avec cette récidive-là, on peut aller jusqu'à la perpétuité. Maintenant, il paraît peu probable, même si c'est très difficile évidemment de faire des pronostics et assez malsain pour une cour d'assises, mais il paraît peu probable que la peine maximale soit désignée, avec une grande chance aussi qu'il y ait un appel, que ce soit du côté des parties civiles comme de la défense, selon la décision de la cour d'assises. Merci beaucoup Nicolas Boutin, vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles et vous suivez à Pau le procès des agresseurs de Philippe Monguillot. Verdict donc jeudi.